La politique avec Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre. Merci à vous. Comme chaque mardi, vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis, les Européens sont toujours sous le choc des déclarations et des annonces de Donald Trump sur l'Ukraine, en particulier la suspension de l'aide militaire américaine à Kiev. Côté français, Emmanuel Macron a réuni ce matin plusieurs ministres dans le but de préparer le Conseil européen extraordinaire de jeudi. Un conseil, Alexis, consacré à la défense européenne et à l'Ukraine et qui s'annonce particulièrement décisif. Oui, absolument décisif. Vous avez raison de repartir de la scène inaugurale. On peut dire que le retrait américain de l'Europe qui était prévu, qui va évidemment aboutir au lâchage de l'Ukraine, a pris une forme paroxystique dans cette espèce d'apocalypse, de révélation au sens étymologique du terme, de ce qu'est la diplomatie transactionnelle de Trump lorsqu'il pense que quelqu'un est un vaincu de l'histoire ou un loser. Un vaincu de l'histoire, c'était le mot de Walter Benjamin. Il pense ça vraisemblablement de Volodymyr Zelensky. Et donc, avec son vice-président, J.D. Vance, ils l'ont littéralement massacré devant les caméras du monde entier. Et je crois que ça a suscité une réaction européenne, et notamment une réaction, alors qu'on peut juger sentimentale ou affective. Des dimanches à Londres, d'ailleurs. Mais c'est une évidence, de la part d'Emmanuel Macron. Alors donc, il y a plusieurs enjeux. Vous avez raison, il est avec plusieurs ministres, Jean-Noël Barrot, Benjamin Haddad notamment. Et effectivement, il y a d'abord cette annonce, alors pour l'instant, ce sont des effets d'annonce, mais de la nécessité d'augmenter les budgets de défense de la France de 5 à 5% du PIB d'ici 2030. C'est-à-dire dans 5 ans, c'est beaucoup parce qu'on est actuellement on tourne autour de 2,3, 2,4. Première chose. Parallèlement, la Commission européenne entend effectivement doter l'Union européenne d'un budget militaire de 800 millions d'euros, ce qui est considérable également. Donc on voit bien que nous sommes dans une ambiance globale, on va le détailler après, de veillée d'armes des Européens, non pas pour faire la guerre à la Russie, c'est pas de cela qu'il s'agit, mais pour assurer leur autonomie stratégique vis-à-vis des États-Unis, dont ils ont bien compris que désormais la logique, qui est une logique absolument rationnelle, même si on peut la critiquer, est une logique de retrait progressif, de détournement progressif du regard du vieux continent et de ces vieux parapets. Ça ne les intéresse plus. C'est le pivot asiatique aujourd'hui, et notamment bien sûr la compétition avec la Chine, qui constitue la priorité, d'où d'ailleurs la nécessité que Kissinger avait annoncé il y a 50 ans de détacher la Russie de la Chine afin de mieux combattre la Chine. C'est ça la stratégie actuelle poursuivie par Trump. C'est un mouvement inverse, mais à peu près similaire. Exactement, mais c'est ce mouvement-là de décrochage en quelque sorte de la Chine vis-à-vis de son alliance actuelle avec la Russie ne fait pas évidemment les affaires des Européens et encore moins des Ukrainiens. Alexis, la présidente, vous l'évoquiez à l'instant, la présidente de la Commission européenne a présenté ce matin à Bruxelles le plan Rearm Europe, réarmer l'Europe, un plan qui permettrait aux États membres de mobiliser près de 800 milliards d'euros pour la défense européenne. J'ai dit millions, c'est milliards bien sûr. Ursula von der Leyen qui a également appelé Alexis à une augmentation des dépenses de défense de 1,5% du PIB en moyenne par les États membres. Vous parliez des 5% qu'espèrent atteindre les Français. Il faudra que ce soit suivi par d'autres pays. Ce serait un effort substantiel où on serait encore assez loin du compte pour compenser un retrait américain. Je pense qu'on est loin du compte. Ça, tous les experts militaires le disent. Néanmoins, qu'est-ce qui compte en politique ? Bon, il y a évidemment, je suis d'accord, avec l'intendance, c'est important. Mais comme le disait le général de Gaulle, l'intendance suit toujours. À partir du moment où il y a une volonté politique. Or là, ce à quoi nous assistons, je ne suis pas un angélique de l'Europe, mais c'est à l'affirmation d'un volontarisme politique face à ce monde plus âpre, plus dur. Et qui s'accompagne de moyens mis sur la table. Mais qui s'accompagne d'incontestablement de moyens mis sur la table. J'ai fait un lapsus, d'ailleurs j'ai dit 800 milliards d'euros. 800 milliards d'euros, c'est quand même considérable. Alors vous avez raison. Par contraste avec les budgets militaires de la bannière étoilée, ça reste modéré, mais c'est quand même le début, si vous voulez, du chemin de l'affirmation de l'Europe puissance et de son corollaire, puisque les deux vont ensemble sur le plan, de la stratégie géopolitique, de l'Europe de la défense. C'est l'embryon de la constitution de ce que pourrait être une Europe de la défense. Je n'en suis pas un militant, là je vous décris la réalité de la manière la plus impartiale. En revanche, on peut dire que Emmanuel Macron est l'un de ceux qui, au sein de l'Union européenne actuelle, militent pour le basculement définitif de la construction européenne
vers ses aspects les plus politiques et les plus militaires, qui n'ont pas été ceux qui ont été privilégiés pendant le cours le plus intérieur de son histoire. Ça obligera ces États membres, Alexis, à beaucoup de sacrifices sur le plan budgétaire. C'est ce qu'a d'ailleurs un peu assez clairement souligné tout à l'heure le ministre de l'économie, Éric Lombard. Il va falloir faire des sacrifices sur certains postes. Vous avez parfaitement raison et ça explique le discours. Alors on n'est pas en 1914, on n'est pas non plus en 1939, mais ça explique le discours qui mobilise la sémantique à la fois mobilisatrice et un peu anxiogène de l'économie de guerre. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, puisque nous avons un effort militaire à fournir pour nous défendre désormais face à un monde incertain et pour assurer la garantie de nos intérêts avec ce retrait progressif du parapluie américain, eh bien, la contrepartie, c'est qu'effectivement, nous allons demander des sacrifices sur un certain nombre d'autres lignes budgétaires. Alors, on ne sait pas encore lesquelles, mais c'est cela que qualifie, que désigne, que caractérise l'expression très employée, et notamment par M. Lombard, d'économie de guerre. Ce qui est intéressant, Alexis, si on place maintenant la focale sur le plan intérieur, c'est que ces questions-là ressoule le camp présidentiel. Alors, vous avez absolument raison. Vous savez, depuis Clémenceau, il n'est jamais meilleure posture pour un souverain, quel qu'il soit président ou Premier ministre, peu importe, que d'être le chef de guerre. Alors là, nous n'avons pas une guerre chaude, heureusement, à mener contre la Russie. Il ne s'agit pas de cela. Mais nous avons une veillée d'armes. Je reprends le terme que j'ai employé au début. Et cette veillée d'armes, elle va bénéficier à d'autres chefs d'État européens si, dans l'année qui vient, on voit l'affirmation d'une volonté politique, d'un volontarisme politique transnational. Mais elle va bénéficier d'abord au chef de l'État. Dites-vous bien que depuis la nomination du gouvernement de François Bayrou, avec des ministres très capés, beaucoup de gens, c'est pas forcément notre cas ici, mais beaucoup de gens se disaient, mais à quoi sert-il maintenant le président de la République ? Là, vous avez la réponse, c'est-à-dire que dans ce contexte que nous avons décrit, que nous avons analysé, qui est celui d'une nouvelle brutalisation des relations internationales, pour reprendre la formule du célèbre historien Georges Mossé, dans son contexte de brutalisation, de nouvelle brutalisation des relations internationales, différent des années 30, naturellement, du XXe siècle, mais avec des parentés, justement, le contexte de brutalisation a été inventé pour décrire cela. À l'évidence, un président de la République, dans la Ve République, avec tous les pouvoirs discrétionnaires, en quelque sorte, qui lui sont donnés dans le domaine du régalien, et notamment de l'activation de la force de dissuasion nucléaire, à l'évidence, il retrouve une fonction, tout au moins une fonction de guide stratégique de la nation, pour employer des grands mots. Et c'est évidemment ce qu'il voulait. Il sait très bien que la gestion quotidienne du pays, avec les ministres, le Premier ministre et les ministres qu'il a nommés, il ne peut pas vraiment s'y ingérer, s'y impliquer. En revanche, effectivement, prendre les décisions stratégiques pour façonner la France de demain, la France de 2030, la France de 2040, dans un contexte géopolitique qui va être de plus en plus âpre, de plus en plus dur, de plus en plus dangereux, avec probablement d'ailleurs des paramètres qu'on ne maîtrise pas encore, peut-être d'autres guerres qui éclateront ici ou là, en dehors de l'Europe. Évidemment que c'est une fonction qui rehausse l'image, on va dire troublée, là je résume, l'image troublée du président de la République en France depuis un peu plus de 2 ans. Alexis, le ministre de l'Europe, Benjamin Haddad, s'est exprimé ce matin, et il considère qu'une décision de suspension américaine donc éloignerait la paix, et ne ferait que renforcer la main de l'agresseur qui est la Russie. Ce qui se passe depuis plusieurs semaines à Washington, c'est une aubaine pour Vladimir Poutine ? Alors, oui, dans l'optique qui est celle de cette stratégie que nous avons décrite, qui est l'inverse de celle de Kissinger, qui est de détacher la Russie de la Chine pour mieux l'arrimer au camp occidental. Au fond, nous avons là un Trump qui fait les yeux doux à Vladimir Poutine dans l'espoir d'en faire définitivement un ami. Et d'ailleurs, mais il espère des gestes aussi de Poutine, on l'imagine, sur d'autres dossiers. Mais il a craché le morceau à Vladimir Zelensky après l'avoir humilié, les deux. On dit, mais il m'écoute. Moi, il m'écoute, contrairement à cet idiot de Biden, moi, il m'écoute. Donc, ça dit bien, effectivement, vous avez raison, ça dit bien ce qu'il y a dans la tête de Donald Trump concernant Vladimir Poutine. C'est-à-dire la certitude qu'il a un partenaire de jeu fiable. Il s'avance peut-être un peu, par parenthèse, mais c'est sa certitude. Donc, vous avez raison. Et on parlait juste avant, pardon Alexis, je vous interromps, mais vraiment, dans les minutes qui ont précédé le début de cette émission, des discussions sur le nucléaire iranien pourraient être menées par l'intermédiaire de la Russie entre les États-Unis et l'Iran. Alors voilà, typiquement, soit confirmé, vous en êtes un bon spécialiste, vous écrivez souvent des papiers, il y en aura un d'ailleurs jeudi dans l'actualité juive qui est excellent. Si c'est le cas, si la Russie retrouve
un rôle diplomatique de première importance sur un des dossiers les plus sensibles de la planète, en réalité. Vous voyez, ça veut dire qu'effectivement, cette diplomatie transactionnelle de Trump, non seulement elle piétine une petite nation agressée qui est l'Ukraine, mais d'autre part, elle remet en quelque sorte sur un piédestal diplomatique une fédération de Russie qui, alors là pour le coup depuis 3 ans, c'est pas un fantasme, hein, objectivement s'est mise au banc des nations par l'agression caractérisée qu'elle a faite contre son voisin ukrainien. Donc vous voyez, effectivement, si vous avez raison, si nous allons vers cela, la réintégration de la Russie, dont je ne méjuge pas de la nécessité géopolitique, c'est autre chose. Mais c'est une aubaine pour Vladimir Poutine. Ça le conforte définitivement dans son rôle. Et ça efface aussi ce qui était un peu le spectre de ces derniers mois, qui était, bon, cette guerre dans laquelle vous avez entraîné votre peuple, votre pays de 140 millions d'habitants, elle n'est pas gagnable, ni d'aucun des deux côtés d'ailleurs. Et donc elle ternit votre règne en quelque sorte. Là, nous aurions, dans l'hypothèse que vous évoquez, mais qui va sans doute s'avérer, nous aurions un président des États-Unis qui vole au secours de son ami, le président de la Fédération de Russie. Cela veut dire plus que jamais, Steve, sans faire du catastrophisme, ni des grands moulinets apocalyptiques, mais cela veut dire que nous avons définitivement pivoté de scène géopolitique. Nous entrons dans un nouveau monde. Merci beaucoup, Alexis, Merci beaucoup. de nous commenter cette entrée dans un nouveau monde. Comme tous les mardis, on peut vous réécouter sur radioj.fr et en vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci Bon à vous, après-midi. Steve.